quand on parle des interventions, il y a quand même un certain nombre de thématiques qu'il faut aborder systématiquement. La question du cadre théorique, alors vous savez qu'en France, la France a la particularité de partager des cadres théoriques qui sont assez, quelquefois assez dissonants, peu congruents, enfin bref, ça complique un petit peu les choses. La question de la cible de l'intervention, c'est vrai qu'on est sur des logiques aujourd'hui de plus en plus précises concernant cette question. La question du choix du protocole, aujourd'hui quand même on demande aux gens d'associer l'activité clinique avec l'activité de recherche. Il faut savoir quand même que les protocoles aujourd'hui, ils ne sont pas dans les livres, quoi qu'on vous en dise, donc il faut faire preuve de créativité. Et puis la question peut-être la plus compliquée, qui est la question de l'évaluation de l'efficacité de ces dernières. Donc je vais essayer à travers des exemples cliniques que je vous montrerai d'aborder ces quatre questions. Alors, quand on regarde le lexique, alors je vous ai donné un petit exemple, un petit échantillon, hein, des vocables qui sont utilisés pour parler des interventions, inclusion, accompagnement, etc., etc., etc. La première question qu'il faut se poser, c'est alors un mot, c'est un mot, bien évidemment, mais un mot est toujours chargé de sens, il s'inscrit toujours dans un contexte théorique, et donc la principale question, c'est de voir un petit peu, est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre, est-ce qu'on peut organiser ce lexique, et la solution, la réponse que je vous propose est celle-ci, c'est-à-dire on peut probablement, mais c'est une hypothèse, les ordonner sur deux grandes dimensions qui ne sont pas forcément orthogonales, qui ne sont pas forcément indépendantes. Une dimension qui aborderait la question des interventions en tant que telles, les aspects techniques, les aspects méthodologiques, et puis une dimension qui aborderait la question du changement. Quand on parle des interventions, cette question du changement, cette question du développement, cette question de l'évolution, elle est forcément centrale. Et donc elle renvoie à des positions qui peuvent être assez différentes. Donc voilà un premier classement que je vous propose. Et donc je me centrerai plus particulièrement sur les problèmes de l'inclusion et de l'accompagnement, mais en disant quand même quelques mots sur les autres interventions. Alors sur l'axe qui concerne les modalités d'intervention, c'est un axe qui peut opposer les propositions de type éducative aux propositions de type rééducative, et sur l'autre axe qui intéresse la question du changement, des positions que je qualifierais de développementales au mieux, hein, et qui seraient contrastées à une position médicale, entre guillemets, en sachant bien évidemment qu'il n'y a aucune correspondance, il n'y a aucune liaison entre la position médicale et les corps de bâtiment. Il y a des médecins qui sont développementalistes, il y a des psychos qui sont développementalistes et inversement. Bon. Donc pas de correspondance entre ces concepts-là et les données professionnelles des gens qui vont opérer. Alors, sur les deux premières conceptions de l'intervention, donc qui contrastent éducative et rééducative, les choses se passent de la manière suivante. Alors, la position rééducative est principalement tenue par la CIM. Alors la CIM 10, on est passé à la CIM 11, c'est un peu l'Arlésienne, parce qu'en langue française, on ne sait pas trop quand elle va sortir, on ne sait pas si c'est 2012, 2013 ou 2014, c'est un peu compliqué, en tout cas elle est sortie en anglais. Donc c'est la CIM 11, donc porte assez bien cette dimension-là. Quant à la position éducative, on l'a cité tout à l'heure dans la précédente communication, la revue en langue française Enfants, c'est probablement la revue qui témoigne le mieux de cette position-là. Alors, la position rééducative, bon, c'est la position classique du handicap. Dans cette position, ce qui fait loi, ce qui fait norme, c'est le développement typique, c'est le développement habituel. Les interventions visent essentiellement à réparer une fonction qui est souvent décrite comme étant déficience, puisque dans la CIM 10, vous avez toute une partie qui est consacrée au listing des déficiences en tant que telles, et les déficiences intellectuelles en font évidemment partie. Les propositions qui sont en général portent sur les techniques et des programmes compensatoires qui sont en général fabriqués et utilisés par des spécialistes. Alors en général, c'est des programmes américains qui sont très coûteux. Et je vous rappelle quand même que la validation de ces derniers continue à poser question. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas vraiment des arguments sérieux quant à leur efficacité réelle. Et puis l'efficacité, elle est essentiellement appréciée, mesurée, dans la réduction hypothétique des désavantages qui sont eux-mêmes signalés dans la CIM 10.
Alors, en ce qui concerne la position éducative, les principes théoriques sont tout à fait différents. La question centrale, c'est la question de l'inclusion, qui est vraiment une problématique aujourd'hui qu'il conviendrait quand même de mettre en place de façon beaucoup plus raisonnable que qu'elle l'est actuellement. Donc ça, c'est vraiment le principe général. Là, il n'y a plus de confrontation aux normes du développement typique. Il s'agit de fabriquer des normes pour chaque développement troublé. Et à la limite, c'est pratiquement l'enfant qui fait norme. Et souvent, l'enfant est comparé à lui-même, contrairement aux autres positions. Ensuite, logique éducative, donc il s'agit de repérer les mécanismes ou les façons d'apprendre qui peuvent être assez spécifiques chez ces enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Les interventions sont en général décrites comme des aides au développement et en général ce sont des interventions qui sont à la carte. Et puis la validation des interventions, contrairement aux propositions précédentes, sont validées indirectement et on va essayer de trouver des marqueurs sur lesquels l'enfant peut aller mieux ou peut se sentir mieux. Et beaucoup de travaux utilisent aujourd'hui des notions comme la qualité de vie. Et donc une amélioration de la qualité de vie peut être un des marqueurs de l'intervention éducative en tant que telle. Alors, je vais vous décrire maintenant une façon de voir les choses, alors qui est un peu théorique, parce que ces applications au niveau international aujourd'hui commencent à débuter. C'est ce qu'on appelle l'approche réponse à l'intervention, qui est utilisée dans certains États américains, puis dans certains pays du nord de l'Europe, et qui est appelée probablement, je l'espère, à pouvoir se développer sur le territoire français. Alors, je vous ai cité un article de Torgensen qui lui est vraiment centré sur les problèmes de dyslexie et troubles des apprentissages, mais il y a une littérature assez conséquente sur cette question-là. Alors, c'est une approche qui se fait en 3 temps. Les principes, donc il y a 2 principes de base. Le premier, c'est l'inclusion, bien évidemment. Et puis le second, c'est de respecter les lois de l'apprentissage au sens large du terme. On sait aujourd'hui quand même que les apprentissages sont guidés par un certain nombre de règles et que ces règles valent pour tous les enfants du monde, qu'on présente un TSA ou autre, n'a strictement aucune importance. Par contre, effectivement, la façon dont on va mobiliser ces règles peuvent présenter des particularités dans les troubles du développement. Alors, le temps 1, c'est donc l'inclusion systématique, et ceci dès la petite section de maternelle, dès 3 ans, et en ce sens, la loi Blanquer sur la scolarisation obligatoire à 3 ans est une excellente chose. Donc, inclusion systématique et à temps plein pour tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques, et notamment pour les enfants à risque. Je vous rappelle quand même que c'est loin d'être le cas aujourd'hui en France. Et puis, la deuxième chose, c'est d'essayer de former les enseignants à respecter ces lois d'apprentissage, c'est-à-dire de façon à ce que si on utilise des méthodes trop marginales, ces dernières n'aggravent pas les cas de ces enfants à risque. Bon, vous voyez, c'est un vœu pieux. Bon, ça va nécessiter probablement des années de formation, mais en tout cas, c'est le principe qui guide ce principe d'intervention. Le deuxième temps, alors pour dire les choses un peu simplement, ça pourrait se dérouler donc en moyenne section de maternelle. Donc là, il s'agit de travailler avec les enfants qui sont les enfants à risque. Alors je vous rappelle que les enfants à risque, c'est les enfants dont les parents du premier degré, et ceci quelles que soient les caractéristiques, présentent également des difficultés psychopathologiques. Alors on vous l'a dit tout à l'heure dans le modèle essence, ces difficultés psychopathologiques, elles peuvent être de toutes sortes et elles peuvent recouvrir l'ensemble des troubles psychiatriques. Donc l'idée, c'est sur ces enfants à risque de pratiquer une évaluation, mais pas simplement une seule évaluation, d'en pratiquer au moins 2, test-retest. Et normalement, dans une perspective développementale, il faudrait au moins 3 évaluations de façon à bien repérer que le niveau de base soit stable. Et ensuite, on va commencer à travailler de façon individualisée, à introduire des méthodes pédagogiques différenciées et validées, c'est un vœu pieux, avec ces enfants-là. Et en général, on montre, ça c'est le graphique, on montre en général qu'il y a une augmentation assez forte des compétences telles qu'elles sont travaillées dans ce cadre-là. Et puis le troisième temps, donc c'est le temps
du diagnostic, c'est le constat d'abord selon lequel, parmi ces enfants à risque, et là les chiffres sont assez précis au niveau international, il y en a 50% donc, qui sont capables de retrouver une trajectoire normative dans les apprentissages et dans les compétences qui sont travaillées, et puis il y en a 50% qui vont continuer à présenter des difficultés. Et donc, le travail à partir de ce moment-là est un travail qui va porter sur le diagnostic, ce qui a été décrit tout à l'heure, et sur la fabrication d'interventions très spécifiques par rapport à ces enfants. Et c'est sur ce quoi, donc, je vais travailler un petit peu maintenant. Ok, sur ce modèle très théorique, bien évidemment, il y a beaucoup de vœux pieux hein, dans cette histoire-là, mais il a au moins le mérite de nous tracer dans une perspective ce qu'il conviendrait de faire par rapport à ces enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement dans une perspective éducative telle qu'elle pourrait être quand même mise en place plus ou moins assez rapidement avec la complicité des enseignants. Alors, je vous disais tout à l'heure que sur l'axe rééducatif, éducatif, il y avait un autre axe qui est l'axe du changement. Je vais en dire un mot assez rapidement. Donc, il contraste deux positions théoriques, la position médicale et puis la position développementale. Alors, la position médicale, entre guillemets, hein, c'est la position dominante actuellement. Bon, c'est celle qui est souvent présente, ou très souvent présente au niveau institutionnel et au niveau hospitalier, c'est l'idée selon laquelle les changements, le développement est issu de deux grandes classes de déterminants, les déterminants de type génétique et les déterminants de type expérientiel. Ces deux déterminants sont en interaction, donc ça permet d'évoquer les problèmes épigénétiques, mais en tout cas, ça va produire des compétences, ça va produire du développement, dans un modèle qui est relativement déterminisme, dans un modèle qui est relativement linéaire. Et si on introduit des mécanismes très généraux, hein, comme les mécanismes de sélection naturelle et d'auto-organisation, on a un développement qui est un palier, c'est-à-dire un développement en étage, où les compétences vont s'organiser, se structurer dans une logique de complexification. Bon. Donc dans cette modélisation-là, une compétence est souvent décrite comme étant le précurseur d'une autre compétence. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, l'attention conjointe pouvant être décrite comme le précurseur de la théorie de l'esprit qu'on peut repérer à partir de 3, 4 ans ou 5 ans. Bon. Donc ça, c'est un modèle qui est relativement classique et qui est systématiquement utilisé en psychopathologie en France et même au niveau international. La position développementale est un petit peu plus compliquée parce qu'elle introduit une troisième classe de déterminants. Donc toujours les déterminants de type génétique, les déterminants expérientiels, mais elle introduit aussi le cerveau, c'est-à-dire que là, elle se dit que dans le développement cérébral, il y a des choses qui peuvent cafouiller. Donc cette fois-ci, on a trois classes de déterminants qui sont en interaction, et ça c'est important, dans la mesure où ces trois classes de déterminants en interaction vont simuler un modèle de développement qui n'est plus du tout linéaire. C'est un modèle de développement dans lequel on va trouver de la plasticité, on va trouver de l'hétérochronie, on va trouver de la variabilité, on va trouver... C'est un modèle qui n'est pas un modèle probabiliste, c'est extrêmement difficile. Quand un bébé naît, en général, spontanément, on est capable, ou les parents sont capables de dire qu'est-ce qui va devenir. Sur ce type de modélisation, on est incapable de faire de pronostic. Et puis, c'est un modèle dans lequel on va trouver des régressions et des stagnations. Et par rapport au modèle précédent, on ne parle plus de précurseur, on parle de prérequis, c'est-à-dire une compétence est nécessaire pour comprendre comment elle peut se transformer en une compétence plus complexe, mais en tout cas, elle n'est pas suffisante pour expliquer cette transformation. Donc on est quand même sur des modélisations qui sont un petit peu plus compliquées, un petit peu plus complexes, mais qui traduisent vraisemblablement, ou qui simulent vraisemblablement un peu mieux la réalité telle qu'elle est décrite actuellement en psychopathologie par rapport au modèle médical classique. Alors, concernant la question de l'évaluation, c'est pareil, on va trouver des oppositions qui sont assez fortes. Alors dans la position médicale, entre guillemets,
On va s'appuyer sur des protocoles qui sont aujourd'hui bien décrits, qui sont les protocoles qui sont utilisés en pharmacologie. Alors, je vous invite quand même à réfléchir. Hein. Je veux dire, est-ce qu'on peut travailler de la même façon une intervention qui va porter sur des compétences particulières en la comparant à des protocoles utilisés dans ce cadre-là? Ça mérite quand même qu'on y réfléchisse. Bon, en tout cas, les choses, je vais aller vite, les choses sont bien décrites, sont bien normalisées. Et on sait comment il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, mais vous allez voir quand même qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont apparues, et ces critiques sont souvent assez astucieuses. Bon, donc là, on est sur des logiques de comparaison de groupes. Donc on va comparer un groupe d'enfants avec TSA à un autre groupe. Vous allez voir que ce n'est pas évident, parce que ces enfants-là sont souvent incomparables. Et donc la fabrication d'un groupe contrôle, quelquefois appelé un groupe placebo, vous allez voir que ça pose quand même des problèmes techniques extrêmement subtils. Alors, dans la position éducative, alors oui, je vous ai marqué ici là, les quelques données. Quand on regarde, enfin, quand on fait une méta-analyse sur l'ensemble des travaux qui portent sur ces questions d'évaluation, et dans ce type de logique-là, on s'aperçoit que les travaux qui respectent assez correctement ces contraintes-là sont extrêmement faibles, puisque les preuves scientifiques établies ne portent que sur 1% des travaux, je ne sais pas si vous imaginez, et donc l'ensemble de la littérature laisse apparaître quand même une variabilité de travaux dans lesquels les contraintes méthodologiques ne sont pas toujours respectées. Alors, dans la position développementale, il s'agit de toute autre chose, puisqu'il ne s'agit plus de comparer un groupe d'enfants à un autre groupe d'enfants, il s'agit de comparer l'enfant à lui-même, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui fait la norme, et donc on va comparer comment il évolue suite à des interventions. Alors, le modèle classique, je vous l'ai mis en bas, c'est ce qu'on appelle les plans AB-AB. On fait une évaluation, on intervient, on arrête l'intervention, on réévalue, on réintervient, etc., etc., etc. Donc on a des plans qui font osciller évaluation, intervention. Bon, on verra les petites contraintes qui sont liées à ce genre de choses. Et puis le NEC plus ultra, alors il y a encore et là on est dans moins de 1%, mais le NEC plus ultra serait effectivement qu'à partir de ces études de cas, on puisse associer, on puisse pooler des enfants qui sont comparables entre eux, de façon à retrouver un groupe un petit peu plus homogène. Alors, les contraintes qui sont données, c'est au moins avoir 5 études, au moins avoir des chercheurs qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne se parlent pas entre eux, et puis avoir un total de 20 participants. Alors, dans la littérature internationale, il y a peut-être 2-3 papiers qui respectent ces contraintes-là. Vous voyez, on débute dans ce type de logique, mais il est quand même tout à fait probable que c'est ce type de méthodologie qui donnera les résultats les plus probants. Bon. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, même si le graphique précédent est un graphique là, qui permet de voir visuellement si effectivement il y a une amélioration ou pas, aujourd'hui on dispose de techniques statistiques qui permettent de comparer l'évolution des compétences d'un enfant à lui-même. Alors ce n'est pas les techniques statistiques qui sont utilisées par les médecins, c'est des techniques qui sont utilisées en météorologie par exemple, qui sont des modèles assez subtils, mais on a quand même aujourd'hui des arguments scientifiques pour traiter ce type d'information avec un seul sujet. Hein. Voilà, donc ça c'est sur la question de l'évaluation. Alors, un mot maintenant sur les critiques et sur les malentendus, évidemment, qui ont été générés par rapport à ces deux positions. Alors, concernant la position médicale, donc la critique, évidemment, c'est que bon, ça marche, bon, peu importe. La première critique, donc, c'est de dire quand même que c'est un modèle très, très pharmacologique. La deuxième critique, c'est effectivement sur la constitution de ces fameux groupes contrôle. Contrôler sur quoi? Contrôler comment? Comment comparer un fonctionnement, un développement de type autistique avec un autre groupe? Est-ce que la comparaison avec les enfants T21 a un sens? Est-ce que la comparaison avec les enfants normaux a un sens? Est-ce que la comparaison avec des enfants de niveau intellectuel comparable a un sens? Vous voyez, tout ça, c'est des questions quand même qui sont très compliquées et sur lesquelles on achoppe et sur lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Alors, les chercheurs, évidemment, aussi font des stratégies quelquefois assez individuelles, mais il n'y a vraiment pas de consensus.
Ensuite, la question du test-retest, la question du temps de latence, alors elle est très peu réglée dans la question. Est-ce qu'il faut faire un test-retest au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an? Alors j'ai pris un exemple très caricatural. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui utilisent le packing, mais en 2018, c'est-à-dire l'année dernière, est sorti un papier en langue française sur l'évaluation du packing. Le papier a mis 10 ans à sortir. La recherche a duré 10 ans. Mais comment voulez-vous, je veux dire, qu'on évalue quelque chose pendant ce temps-là, les enfants changent, les enfants évoluent, les comportements se modifient et quelquefois les compétences changent de fonction également. Bon. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand on ne maîtrise pas le temps entre le test et le retest et quand on observe ces variabilités dans ce type d'études? Bon. Ensuite, il y a beaucoup de papiers qui disent que le groupe contrôle n'est jamais qu'un groupe placebo, mais ce n'est pas un groupe placebo, enfin, ce n'est pas du tout la définition du groupe placebo. Le placebo, c'est quand on ne sait pas quand on est traité, etc., etc. Là, ce qui n'est pas le cas. Et puis, la comparaison entre un développement spontané qu'on pourrait faire en introduisant un groupe d'enfants typiques avec un enfant traité, à mon avis aussi, est tout à fait discutable. Et puis dans les dernières critiques, donc c'est l'idée effectivement qu'il y aura une médicalisation d'une problématique qui est au fond quand même une problématique de type pédagogique. Donc voilà un petit peu le type de critique qu'on trouve dans la littérature en ce qui concerne la position dite médicale. La position développementale, elle n'est pas exempte de critique non plus. Quand on regarde la littérature, bon, normalement les protocoles, c'est évaluation, intervention, évaluation, intervention. La quasi-totalité des travaux se contentent juste AB, AB, c'est-à-dire évaluation, intervention, évaluation. C'est-à-dire on est vraiment limite au niveau de la mise en place du protocole. Deuxième critique, effectivement, un cas difficile à généraliser. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des premières évaluations, celles au niveau du test. Il faudrait quand même être sûr que les évaluations apprécient quelque chose qui est relativement stable. Alors, est-ce qu'une seule évaluation suffit? Normalement, quand on fait du développement, on envisage l'hypothèse qu'il faudrait au moins 3 évaluations, de façon à ce que les choses puissent respecter cette vision de la stabilité. Il y a très très peu de travaux qui font vraiment 3 évaluations consécutives. Ensuite, je vous ai expliqué que sur ces plans-là, on évaluait et on intervenait, et ensuite on réévaluait, ce qui veut dire que l'intervention est interrompue, ce qui pose des problèmes éthiques, ce qui pose des problèmes déontologiques extrêmement importants. Est-ce qu'on a le droit d'interrompre une intervention si on constate que cette intervention marche, par exemple? Bon. Donc vous voyez, tout ça, c'est des questions qui sont discutées et sur lesquelles encore on n'a pas vraiment de réponse au plan international. Bon. Et puis en plus, alors ensuite, dans ces modèles, effectivement, là, toutes les variables de type environnemental sont extrêmement difficiles à maîtriser parce qu'on ne peut pas les mettre dans le protocole. Et puis ce qu'on dit en général, c'est que ces méthodes-là marchent bien quand on est sur des cas très singuliers, quand on est sur des cas exceptionnels. Donc, je vous en ai cité un, vous connaissez sûrement, là, il est décédé il n'y a pas très longtemps, donc Kim Peck, donc né sans corps calleux, des déficits intellectuels extrêmement importants, par contre des capacités de mémorisation assez extraordinaires, puisqu'il était capable, il connaissait par cœur près de 12 000 livres avec un QI qui était inférieur à 50, je crois. Alors, quand vous êtes confronté à des cas comme ça, est-ce que vous comprenez bien quand même que c'est difficile de fabriquer un groupe qui a les mêmes caractéristiques et que si vous additionnez avec d'autres sujets des enfants qui ont ces particularités-là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire moyenner des sujets qui ont des différences et des particularités aussi importantes, ça n'a strictement aucun sens. Bon. D'où l'idée, effectivement, de travailler sur des cas individuels. Et moi, j'envisage l'hypothèse qu'on est tous des cas individuels. Alors, c'est vrai que il y a quelque chose de commun entre nous, c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun au niveau du TSA, au niveau des déficiences intellectuelles, mais ce quelque chose en commun, il est quelquefois assez subtil à apprécier.
Bon, voilà, donc juste pour vous alerter, dans cette première partie, là, sur les aspects de difficultés méthodologiques quand on aborde la question de l'évaluation. Alors, pour terminer sur cette première partie, juste un mot là, sur la question du protocole et du rationnel scientifique. Donc, intervenir, c'est-à-dire proposer un protocole, ça présuppose quand même d'avoir des informations, et des informations très, très subtiles, hein, des informations qui ont été validées sur cette dernière, et donc c'est ce qu'on appelle le rationnel scientifique. Alors, quelques remarques, hein, un rationnel scientifique n'est ni nécessaire ni suffisant pour qu'une intervention soit efficace. Bon, il y a des interventions dans lesquelles on n'a strictement aucun rationnel scientifique, je vous en montrerai une, et pour lesquelles l'efficacité est un peu démontrée, et c'est souvent le cas hein, dans les troubles du neurodéveloppement. Inversement, quelquefois, on a des interventions dans lesquelles le rationnel scientifique est parfaitement justifié, et puis on s'aperçoit que l'intervention, elle marche pas. Donc là, c'est pas sans poser question. Et puis, le fait, effectivement, qu'on soit dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, et donc on soit quand même dans une perspective un peu médicale, au sens large du terme, n'engage à rien sur les stratégies d'intervention qu'il conviendrait de poser. Donc, c'est pas parce qu'il y a un diagnostic médical que l'intervention à proposer ne pourrait être une intervention de type pédagogique ou éducative. Donc ça, c'est important à dire parce qu'il y a beaucoup de malentendus quand même qui circulent dans la littérature sur cette question-là. Alors, je prends un tout petit exemple. Je crois qu'on en parlera cet après-midi et puis on en parlera demain, mais ceux qui utilisent de plus en plus hein, les tablettes numériques dans le cadre des interventions, il y a le rationnel scientifique, c'est-à-dire ce qui se dit dans la littérature sur ces dernières. Donc, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas le doigt, bien que de plus en plus de tablettes permettent d'utiliser le crayon. Alors, utiliser le doigt, c'est important parce qu'effectivement, on n'a pas à instrumenter, on n'a pas à utiliser un outil complexe comme le crayon en tant que tel. Et puis un travail qui vient de sortir, alors, il est sorti dans Enfance, alors, je ne sais pas si le dernier numéro vous est parvenu, en tout cas je l'ai reçu, mais il y a des travaux qui montrent qu'à la tablette, ça augmente la créativité, c'est-à-dire que quand on fait dessiner des enfants 5 ans, 8 ans, eh bien, on s'aperçoit que les dessins sont plus créatifs quand on dessine avec la tablette que quand on dessine au crayon. Bon. Et là, la démonstration est tout à fait patente. Bon. Ensuite, c'est du multimodal. La tablette, il y a du son, il y a du tactile. J'espère que dans quelques années, on va odorifer les tablettes. Donc, ça fera une information supplémentaire. Et n'oubliez pas que le cerveau humain, il fonctionne d'emblée, même chez le fœtus, de façon multimodale. Ensuite, contrairement aux ordinateurs, il n'y a pas de saut attentionnel entre l'écran et le clavier. Et ça, c'est important chez nos enfants qui ont des grosses difficultés à ce niveau-là. Donc ça fait partie des arguments positifs supplémentaires. L'erreur est une information et c'est plus un échec, comme on le trouve trop souvent dans les classes. L'outil ne se met pas en colère. Alors c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de neutralité émotionnelle dans la gestion de l'outil. La régularité des informations qui sont recherchées, qui sont traitées, permet de faire de la prédiction. Et je vous rappelle que le cerveau humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Il fait de la prédiction à partir d'une base de données. Et donc là, ça permet de fabriquer une base de données qui est relativement solide et puis de commencer à faire des inférences. Et puis dans les derniers travaux les plus récents, ça va probablement permettre d'accéder à une réalité un petit peu plus riche, réalité virtuelle, réalité augmentée, mixte ou étendue. Bon. Alors sachez quand même que dans les études qui utilisent les tablettes, la revue de littérature montre quand même qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui respectent les contraintes méthodologiques hein, que je vous ai proposées tout à l'heure quant à leur validité, quant à la mesure de l'efficacité de l'intervention en tant que telle. Alors, deuxième partie, je vous donne maintenant quelques petits exemples cliniques d'interventions récentes que j'ai trouvées dans la littérature au niveau international. Alors,
La première, c'est une intervention qui a l'air de marcher, c'est-à-dire que les résultats qui sont proposés sont des résultats qui sont très spectaculaires, mais quand on essaie de comprendre pourquoi ça marche, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Il n'y a aucune raison théorique qui permette de justifier l'efficacité de cette intervention. Alors, la cible, c'est l'anxiété mathématique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ces moments éprouvants là, quand ils sont confrontés à des symboles numériques. Sachez que moi, en tant qu'étudiant en psychologie, pratiquement 90% des étudiants avaient des grosses difficultés par rapport à ce type d'anxiété-là. Les maths, ça leur fait peur. Bon. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut réduire, est-ce qu'on peut amenuiser cette anxiété mathématique? Et donc, ça a été fait sur des populations d'enfants avec déficience intellectuelle. Vous voyez que le cadre théorique, il est pratiquement absent, c'est-à-dire que l'anxiété mathématique, si je vous demandais de la décrire, vous ne sauriez pas trop ce que c'est, à part le fait de dire que c'est une anxiété qui est suscitée, qui est générée par la présence de symboles numériques, on ne va pas plus loin. Alors, est-ce que ça fait partie d'une anxiété plus générale? Est-ce que c'est vraiment une anxiété plus spécifique? On n'en sait rien pour l'instant. Bon, mais en tout cas, on se propose de traiter ou d'intervenir sur ce type de difficultés. Bon, alors vous allez voir. Alors, je vais faire défiler les choses assez rapidement. Alors, c'est une technique qui n'a pas simplement été utilisée hein, dans le cadre de l'anxiété mathématique. Elle a été aussi utilisée dans le cadre des troubles post-traumatiques, des troubles dépressifs et puis des troubles phobiques. Alors là, c'est un petit résultat qui a été obtenu chez un enfant de 11 ans qui a un TDI, c'est-à-dire un trouble du développement intellectuel, ancienne retard mental, ancienne déficience intellectuelle, mais qui a aussi un trouble associé. Hein. On vous a expliqué ça tout à l'heure, quelqu'un une dyslexie. Test, retest, donc sur les compétences en mathématiques, donc ça a été fait très sérieusement. Et vous allez voir que le protocole est d'une simplicité absolument inouïe, puisqu'on va demander à l'enfant donc de décrire son état émotionnel à partir du moment où il doit entourer des visages hein, qui présentent ces différentes expressions. Et puis ensuite, on va lui demander d'écrire ce qu'il sent quand il est confronté à des symboles numériques. Bon. Comme c'est un enfant avec déficience intellectuelle et comme c'est un enfant qui a une dyslexie, vous voyez que la calligraphie est un peu particulière et le contenu est un peu singulier. Mais en tout cas, les résultats sont très spectaculaires puisqu'on montre qu'à partir d'une intervention, on a une progression de 20% dans les résultats qui mobilisent les compétences numériques. Une intervention. Pas de modèle théorique, une intervention qui est d'une simplicité inouïe. Vous voyez un petit peu le genre de choses sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Alors, il y a quand même quelques résultats, là je vais aller vite, mais dans lesquels on a essayé de contrôler le niveau d'anxiété, le niveau mathématique. Et grossièrement, quand même, on montre que ce type de technique bénéficie le plus aux enfants pour lesquels le niveau d'anxiété est le plus élevé. Un petit peu ce qu'on a trouvé aujourd'hui sur les études de groupe. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais enfin, ça peut être un petit peu intéressant dans la suite des choses. Bon, je vous ai mis les références qui permettent de travailler sur cette question-là. Deuxième exemple, c'est les gens qui veulent travailler sur le langage, et notamment sur le langage en production, et encore plus particulièrement sur ce moment où l'enfant va se mettre à parler. Bon. Dans le cadre de certaines déficiences intellectuelles, dans le cadre de beaucoup de TSA, vous avez dû remarquer que les enfants parlaient quand même tardivement. Dans les TSA qu'on appelle les TSA prototypiques, les TSA purs, les TSA de Kanner, c'est-à-dire les TSA dans lesquels il n'y a pas de troubles associés. Le langage en production se met en place à partir de 5 ans. Bon, la majorité des enfants commencent à produire à partir de 5 ans. Je vous rappelle quand même qu'avant de produire, il faut comprendre, mais que sur l'évaluation de la compréhension lexicale chez ces enfants-là, on a quand même énormément de choses à faire, et notamment au niveau des protocoles utilisés par les orthophonistes. Alors, là, c'est juste pour vous montrer les problèmes théoriques que ça peut poser. Alors, j'ai pris l'exemple du passage du DSM-4 au DSM-5. Dans le DSM-4, vous vous rappelez, le TSA était décrit sous la forme d'un trépied.
trouble de la communication, trouble de la socialisation et limitation des intérêts. Le passage au DSM-5, et c'est ça qui est intéressant, a couplé les deux premières compétences et ne parle plus que de troubles des interactions, c'est-à-dire que le langage et les aspects de socialisation ont fusionné dans un même registre théorique en tant que tel. Donc un espèce de bouleversement qui est extrêmement important. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce changement de registre théorique va bien entendu bouleverser considérablement les aspects d'intervention tels que je vais vous les décrire. Donc, le changement de position théorique, c'est celui-ci, c'est de considérer que la communication au niveau du DSM-4 peut être décrite sur ce qu'on appelle le modèle du code, c'est-à-dire que communiquer, c'est coder, décoder des informations, et la plupart des interventions des orthophonistes portaient là-dessus, avec l'utilisation d'outils spécifiques comme le Makaton, etc., etc., etc. Et que dans le DSM-5, communiquer, ce n'est plus simplement coder et décoder, mais communiquer, c'est être capable de faire des inférences sur les intentions d'autrui, c'est-à-dire être capable de repérer les intentions présentées par le partenaire. Bon, quand même un changement assez bouleversant dans la façon de voir les choses. Alors, vous voyez, je vous ai mis cette photo-là, elle est intéressante parce que je suis sûr, je n'ai pas le temps de vous interroger, mais je suis sûr que de façon irrépressible, vous avez interprété cette photo comme le singe, il est en train de penser. Bon. Ce qui est absolument faux, parce que si je vous avais présenté la photo de profil, en fait, la main du singe, elle est là. Bon. Donc vous avez donné une interprétation qui est complètement erronée de cette photo-là. Bon. Ce qui veut dire que dans la vie courante, on pratique tous de cette façon-là. C'est-à-dire on fait des fausses interprétations, quelquefois ça marche heureusement, mais dans la quasi-totalité des cas, à partir des informations données par le partenaire, que ce soit sur le visage, que ce soit sur la posture, on passe notre temps de façon systématiquement à interpréter, et ces interprétations, bien évidemment, on peut tomber à côté. Hein. Bon. Donc, le changement de position, hein. Dans le DSM-4, on est sur des logiques, on va différencier un petit peu quand même le cerveau social ou les fonctions sociales au sens large du terme, des fonctions purement linguistiques. Donc là, on est sur des positions chomskiennes, pinkeriennes tout à fait classiques. Et dans le DSM-5, on est passé sur des positions plus inférentielles, plus pragmatiques, dans lesquelles la communication, c'est à la fois coder et décoder, mais c'est aussi prêter des intentions à autrui. Bon. Alors, fort de ce changement paradigmatique, je vais vous décrire très rapidement là, une petite intervention qui a été faite pour l'instant chez un enfant de 10 ans, donc qui a un TSA associé à une déficience intellectuelle. Et cet enfant-là, on savait qu'il était... D'abord, il avait 5 ans, il n'avait jamais parlé jusqu'à présent, et on savait qu'il était prêt à se mettre à parler. Bon. Alors, comment on savait qu'il allait être prêt à se mettre à parler ? Quelques résultats aujourd'hui assez congruents autorisent à penser que quand le stock lexical en compréhension atteint 50 mots, on peut penser que ça peut basculer. Donc il faut être capable d'évaluer que l'enfant est capable de comprendre 50 mots différents. Quand je dis comprendre, c'est comprendre. Hein. Bon. Et puis ensuite, il faut vérifier quand même au niveau de la motricité buccale. Vous savez que la motricité buccale, c'est au moins 70 muscles, que ces 70 muscles puissent se coordonner pour que le passage de la production de parole puisse se faire. Donc tout ça a été vérifié. Et on a travaillé donc sur l'imitation, et notamment sur la sensibilité à être imité, avec l'idée que l'imitation qui est disponible chez le bébé humain des quelques heures de vie, est probablement la base sur laquelle l'activité communicative peut se mettre en place. Donc on a travaillé sur 25 séances dans des logiques de imiter, être imité, donc je fais ce que tu fais ce que je fais, etc. etc., etc. Et vous voyez que le graphique est assez étonnant, c'est-à-dire que la production linguistique s'est vraiment mis en place à l'issue de ces 25 séances. Bon. Alors, encore une fois, c'est un seul gosse. Hein. Mais vous voyez comme quoi le changement de position théorique et l'utilisation de ce dernier dans un cadre d'intervention peut donner des résultats qui sont quand même relativement intéressants. Alors, deuxième petit exemple. Dominique, tu m'arrêtes hein, si je déborde trop.
Bon, allez, je vous montre un petit film. Donc, c'est le bilan sensorimoteur. Alors, le bilan sensorimoteur, le conférencier précédent on a dit un mot. C'est André Bullinger, donc, qui est décédé il y a quelques années, qui était enseignant à Genève, qui a mis en place ce type de procédure. Là, vous avez un de ses derniers ouvrages donc qui décrit assez précisément cette procédure. Et là, Bullinger va intervenir. Alors, je vais vous montrer un petit film. Chez un enfant qui est aveugle et qui a une déficience intellectuelle, et il va intervenir sur l'évaluation du système tactile et proposer dans la foulée une intervention. Alors, juste pour aborder là, cette question du système tactile, dans l'ontogénèse des systèmes sensoriels, alors que ce soit chez l'humain ou chez l'animal, chez le cochon, c'est la même chose, c'est le système tactile qui est le premier à se mettre en place, et c'est le système tactile qui est le premier à être fonctionnel. Et déjà, chez le fœtus, il est fonctionnel. Hein. On le sait aujourd'hui à partir des fœtus expulsés. Bon. Et donc l'idée, c'est que quand le système tactile, si le système tactile peut présenter des particularités, c'est qu'en cascade, on puisse trouver des difficultés dans le fonctionnement des autres systèmes sensoriels. Alors vous voyez où je veux en venir, puisque notre enfant, il est aveugle. Donc s'il a des particularités dans le traitement tactile, on voit bien le type de difficulté que ça peut générer sur les autres sensorialités. Bon. Juste un petit mot là sur le système tactile, il y a deux sous-systèmes. Un système qu'on appelle le système lemniscal ou le système récent, qui est un système qui permet de traiter les informations sur un mode dichotomique, c'est chaud ou froid, c'est dur ou mou, etc., etc. Et puis un système qui est un petit peu plus récent, c'est-à-dire qui dans l'ontogénèse apparaît un petit peu plus tardivement, et lui qui permet donc de donner de l'information aux objets qui sont touchés. Bon. C'est ce qu'on appelle le système haptique, c'est un système qui est en mouvement, et donc c'est dans la coordination entre ces deux sous-systèmes-là que l'enfant est capable de donner de la signification aux objets qui sont explorés. Alors, je vous montre, c'est un petit film qui dure 2 minutes. Hein. Là, le cadre théorique est le suivant, c'est d'essayer d'observer si cette coordination entre les deux systèmes sensoriels, le système archaïque et le système récent, c'est vraiment opéré. Bon. Pour ce faire, donc, on promène un petit bâton sur l'avant-bras. L'avant-bras ne permet de repérer, ne permet de discriminer que des informations catégorielles, oppositionnel, dur, mou, chaud, froid, etc., etc. Et quand on va passer au niveau de la main, il y a un changement de capteur qui s'opère, et normalement, la main donc, va se mettre dans des logiques d'exploration de l'objet, et cette exploration de l'objet donc n'est possible que si la coordination entre le système récent et le système ancien, le système archaïque, s'est mis en place. Vous avez tous pu constater que chez cet enfant-là, cette coordination est encore un peu fragile et que l'exploration spontanée de l'objet est un petit peu hésitante. Bon, alors c'est vrai que l'enfant est un peu récalcitrant, etc. On pourrait faire un peu de clinique sur le tableau, mais grosso modo, c'est l'idée que cette coordination qui permet l'exploration met peut-être cet enfant-là en difficulté. Et donc d'emblée, Bullinger donc, va proposer une intervention que je vais vous montrer tout de suite, qui est la suivante. Alors, attendez, bougez pas. Ah bah maintenant, je peux plus la mettre en place, alors comme ça. Ah bah si, celle-là. Alors, vous voyez que là c'est intéressant. Donc, c'est un plateau dans lequel on a mis des boutons. Et vous voyez que là, comment dirais-je, l'évaluation de l'efficacité de l'intervention ne se fera pas sur des critères internes, mais se fera sur des critères externes, et notamment sur la satisfaction de l'enfant. Bon, donc, vous voyez, les critères ne sont pas du tout les mêmes que dans un cadre médical tout à fait classique. Et donc, que l'idée, vous voyez, c'est que l'enfant, en manipulant ces boutons, va solliciter de façon simultanée ces deux sous-systèmes,
Alors on peut mettre des boutons, on peut prendre du sable, on peut prendre de l'eau, on peut cacher un bonbon si on veut solliciter l'attention de l'enfant ou les motivations de l'enfant à l'intérieur du baquet. Mais vous voyez que les choses ont l'air de marcher. Enfin, si on s'en fie évidemment à cette évaluation externe qui est mobilisée au plan facial. Ça va, je peux arrêter le truc, d'accord. Alors, je vais sauter la diapo ici. Je vais faire l'économie, puis je vais faire la dernière diapo. Alors là, c'est une petite fille qui a 5 ans et qui présente ce qu'on appelle des grosses stéréotypies, puisque quand on lui donne une trousse, les trousses tout à fait classiques qu'on trouve dans un cadre scolaire, quand on lui présente une trousse, elle passe son temps à l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer. Et si on la laisse, elle peut faire ça de 8 h le matin à 8 h le soir, sans, semble-t-il, être gênée par cette occupation. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, quand on est confronté à ce genre de choses. Donc on va utiliser une technique qu'on appelle le vidéo modeling, que je vais vous décrire de la façon suivante. Donc on part de la stéréotypie, et puis donc on décrit de façon la plus précise. Alors pour décrire de façon la plus précise, on filme la stéréotypie, hein, et puis on exécutera des petits montages après. Donc ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on va filmer l'enfant de 8 h le matin à 8 h le soir et on va essayer de repérer l'étendue de son répertoire moteur. Bon, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'elle passait son temps à faire ça, en fait, elle ne fait pas que ça. Elle fait aussi des choses, elle peut se lever, elle peut courir, elle peut mettre sa main sur la tête, elle peut se gratter les genoux, bon, elle peut faire un certain nombre de choses. Pendant toute la journée, on va la filmer et on va s'intéresser donc à l'étendue de son répertoire moteur. Ça, c'est la deuxième phase. Dans la troisième, et on va classer ce répertoire moteur donc dans une logique qui est assez bien connue dans les protocoles de recherche. Et dans un troisième ou quatrième temps, là je ne sais plus très bien où j'en suis, à partir des films qui ont été exécutés, on va fabriquer un nouveau répertoire moteur dans lequel on va utiliser ce que l'enfant fait, mais on va créer un script, on va créer un scénario qui est un scénario nouveau. Donc effectivement, je mets la main sur la boîte ou sur la trousse, j'ouvre la trousse, mais ensuite j'introduis un mouvement dans lequel la main va rentrer dans la trousse, je vais sortir de la trousse avec un objet. Tout ça est complètement artificiel, hein, c'est-à-dire le film a été fabriqué par le clinicien à partir du répertoire moteur de l'enfance. Vous avez bien compris la technique. Et ce type d'intervention, et là les résultats sont évidemment très spectaculaires, ce type d'intervention montre qu'après quelques séances, l'enfant est capable d'enrichir son répertoire moteur, de sortir de la stéréotypie et de généraliser ses actions qui ont été visionnées à partir de son propre répertoire moteur, d'élargir et de fabriquer des choses nouvelles. Vous voyez à quel point c'est intéressant, mais vous voyez bien que ce type d'intervention, encore une fois, ne peut être pratiqué que sur un seul enfant, puisqu'il part de la clinique de l'enfant et en aucun cas ne peut être généralisé. Alors, pour conclure très rapidement, j'espère que je ne vais pas vous faire trop de mal, mais pour conclure, c'est surtout pour ceux qui ont des difficultés en maths, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui et que personne ne fait, c'est utiliser des procédures statistiques pour vérifier l'efficacité ou pour envisager l'idée sur laquelle une intervention puisse être efficace. Il faut utiliser ce qu'on appelle les formules de Bell. Alors c'est vrai que c'est peu enseigné, c'est peu courant, mais en tout cas c'est probablement la technique qui donne le maximum d'informations sur l'évaluation de l'efficacité. Et alors là j'ai pris l'exemple d'efficience intellectuelle, un QI inférieur à 70, ou QI supérieur à 70, ça implique donc de connaître ce qu'on appelle la sensibilité de l'intervention, ça implique de connaître la spécificité de l'intervention, parce qu'en général, on a très peu d'informations sur ces données-là. Ça implique d'avoir des connaissances sur le rationnel scientifique de l'information. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut évaluer efficacement l'efficacité d'une intervention que si on a des informations a priori sur cette dernière. Et que tout le reste, en général, donne des résultats qui sont très incertains.
et sur lequel donc il conviendra un petit peu de méditer. Alors, je vous ai quand même donné, là j'ai fait une petite revue de littérature, les travaux qui procèdent de cette façon-là, vous voyez, on est aux alentours de 1 à 2%, quoi. Donc vous voyez un petit peu l'étendue des choses qui restent à faire pour avancer dans cette logique. Je vous remercie, je suis désolé pour les petites pannes informatiques. Je ne sais pas si vous m'entendez là, non? Non. Tu zappes les Oui. questions-réponses? Oui, pardon. Tu zappes les questions-réponses? Non, non, merci René, je ne savais pas qu'en t'invitant, le fil rouge serait les mathématiques. Mais voilà, on peut s'attendre à tout. Je te remercie donc d'être parti en définitive de la genèse de la création des interventions, puisqu'en fait on était sur de la recherche, avec deux positions, une position médicale, une position développementale, et tu nous as exposé en fait comment ce qui se jouait, les difficultés en fait pour ce faire, et tu as eu une position très nuancée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après tu as pu le montrer sans le son, mais enfin tu nous as donné des exemples d'interventions, et ces interventions, on sent bien que c'est le cœur de notre métier après au quotidien. Donc savoir ce qui sous-tend nos interventions, c'est quand même assez intéressant. Alors ce que je vous propose, on a quelques minutes de retard, c'est peut-être que Jean et René, vous remontiez sur l'estrade, et puis on se propose, s'il y a des questions, de vous interpeller. Voilà. Je pense qu'il marche. Oui, bonjour, c'est une question à M. Xavier. Alain Pouet. Donc en fait, je lui ai déjà posé la question, il a eu le temps de réfléchir. Mais je vais vous la dire à vous. Donc en fait, vous avez beaucoup parlé de cas complexes et je partage tout à fait ce sentiment. Et je me demande quand même, dans nos structures d'évaluation, s'il n'y a pas un biais de recrutement. J'ai un peu l'impression qu'il y a aussi beaucoup de cas simples dans les écoles qui deviennent des cas complexes parce qu'ils n'ont pas forcément reçu les prises en charge utiles. Même si, effectivement, dans les écoles, et là je vous rejoins, il y a aussi tout un tas d'enfants dyspraxiques pour lesquels on n'a absolument pas vu des petits troubles de la cognition sociale. Donc cette complexité que vous avez annoncée comme très fréquente, ça fait un petit peu peur. Et moi, j'estime qu'il y a quand même quelques situations simples. Donc je voulais votre avis là-dessus. Bien, donc effectivement, merci pour cette question. Puis j'ai eu quelques minutes pour essayer de réfléchir et essayer de trouver une réponse un minimum sensée à vous fournir. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des cas simples. Je pense effectivement qu'il y a des enfants qui présentent une dyslexie pure, une dyspraxie pure, mais ce sont des enfants que, effectivement, on rencontre moins et pour lesquels, finalement, les parents ne sont pas qualifiés de nomades médicaux. C'est-à-dire que moi, ce que je rencontre surtout, ce sont des parents qui sont, pour lesquels on dit mais ils font du nomadisme médical. Et là, effectivement, ce ne sont pas les parents qui font du nomadisme, c'est surtout les professionnels qui, finalement, évitent d'en faire dans leur tête du nomadisme pour essayer de s'ouvrir à cette complexité-là et à la rechercher. Alors oui, il existe les cas simples, donc effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un patient dyspraxique, il y a des patients dyspraxiques qui n'ont pas de difficultés d'interaction sociale et qui, bien évidemment, ont un certain manque de confiance en soi qui pourrait être envisagé comme étant secondaire au fait qu'ils n'ont pas été pris en charge. Je pense par exemple à un jeune patient que j'ai reçu, il avait 15 ans, et son problème était qu'il n'arrivait pas à mettre de la crème dans les choux à la crème. Bon. Et donc il avait beaucoup de mal parce qu'il faisait pâtisserie et c'était très compliqué pour lui. Alors c'était un cas simple et un tout petit peu complexe à la fois pour le coup, c'est que c'est un jeune homme qui présentait un quotient intellectuel à 153 en verbal et de mémoire peut-être il était à 112 ou 105 sur tout ce qui était non verbal. Mais ça c'est un diagnostic finalement, donc le diagnostic de dyspraxie n'avait jamais été posé pour lui, il pensait qu'il était complètement idiot. Et pour lui, c'était aussi important de devenir pâtissier parce que son père était pâtissier, son père était décédé prématurément. Bref, il y avait une histoire familiale dans laquelle l'exercice de la pâtisserie faisait sens pour lui et il n'avait pas ce diagnostic-là. Et je pense qu'effectivement, c'est un cas à la fois
complexe, mais à la fois simple, dans le sens où quand on a posé un diagnostic, eh bien, ça a pu un petit peu l'aider à comprendre ce mal mystérieux dont il souffrait. Alors oui, il y a des cas simples. Les enfants et les adolescents que nous rencontrons dans les centres médico-psychologiques, qui sont suivis, qui parfois sont suivis pendant longtemps, c'est surtout à ceux-là que je m'adresse, ou plutôt aux collègues qui les prennent en charge. On ne recherche pas suffisamment donc, cette complexité. Et à la limite, il vaut mieux la rechercher pour en arriver à un moment donné à une simplification des choses que de faire l'inverse. C'est surtout l'inverse qui court les rues, j'allais dire. Mais vous avez raison, bien évidemment que tous les cas, heureusement, ne sont pas graves et complexes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations? Cinq, 4. Oui, là il y a 3. une question. Oui, alors nous on prend en charge plutôt des adultes, enfin on accompagne les adultes dans un service d'accompagnement à la vie sociale et souvent ces troubles-là on va les retrouver aussi en tant qu'adultes qui n'ont pas toujours été traités, du coup ils s'aggravent parce qu'effectivement autour il y a plein d'autres difficultés de comportement qui viennent s'additionner et du coup comment est-ce qu'on peut réévaluer ou évaluer quand les personnes sont adultes, vers où les orienter pour faire ces évaluations et quelles réponses pouvoir donner, ne serait-ce qu'au niveau éducatif ou dans l'accompagnement, de manière à pouvoir compenser une partie du handicap que cela crée. Bon, écoutez, vous nous posez une question effectivement extrêmement simple, c'est-à-dire qu'elle est pour le coup très très compliquée cette question-là. Peut-être un début de réponse, ce serait de vous dire, je vous le mentionnais tout à l'heure quand je parlais du docteur Amado qui va intervenir aussi dans ce colloque, c'est la nécessité que l'on ressent finalement de revenir à la trajectoire développementale de ces patients adultes. Ce n'est pas parce qu'ils sont adultes qu'on n'a pas la possibilité de rediscuter avec eux finalement ce qu'ils ont vécu étant plus jeunes, de colliger certains comptes rendus, certains bilans qui ont pu être faits pour se faire une idée de leur histoire développementale. Et c'est une façon, je pense, un peu plus d'approcher finalement ce qui s'est joué dans finalement la synergie de leurs troubles dont la symptomatologie adulte est le fruit. Vous voyez. Après, je pense qu'il faut effectivement pouvoir les évaluer sur le plan pluridisciplinaire, en croisant aussi peut-être, encore une fois, ce qui a été fait auparavant. Mais si on ne se resitue pas dans une perspective historique, on a beaucoup de mal à comprendre les choses parce qu'elles sont évidemment très enchevêtrées. Il y a une ancienneté qui fait qu'on a une visibilité de cette complexité qui est sans doute une visibilité de cette complexité un petit peu moins claire. Et du coup, est-ce qu'il y a sur le secteur adulte, vers où est-ce qu'on oriente par rapport, ne serait-ce qu'à une évaluation ou revenir sur cette trajectoire développementale? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un lieu sur lequel on peut orienter? Alors écoutez, peut-être que mes collègues adultes, Alain Pouet, donc féminine que non, je ne peux que... Très peu de structures pour les adultes. Je pense que Dominique Fiard peut aussi répondre donc de manière très précise à cette question. Au niveau local, évidemment, pas au niveau global. Donc nous, au niveau du CEA, on a étendu en fait la démarche par le biais évidemment d'une mission. Au départ, la mission, c'est une mission de dispositif conventionné CRA pour adultes. Et donc, on reçoit des personnes qui vont penser qu'elles ont un trouble du spectre de l'autisme ou leur environnement. Enfin, en tous les cas, il y a une interrogation par rapport à ça. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, dans bon nombre de cas, il n'y avait pas de TSA, la majorité des cas, des personnes qui viennent. À l'heure actuelle, c'était aux Journées universitaires du Croisic, on dit qu'un CRA reçoit entre 50 à 90% de personnes qui n'ont pas le trouble, en fait, mais qui pensent, ou leur entourage pense qu'il y a le trouble. Donc nous, quand on pense qu'il n'y a pas le trouble ou qu'il y a le trouble, en tous les cas, on va sur une démarche, je dirais une démarche un petit peu plus approfondie autour de la recherche, de la complexité dont parle Jean, en fait. Donc on ne va pas s'arrêter au TSA. Si on a l'impression qu'il y a un handicap, si on a l'impression qu'il y a une difficulté, on va essayer
à la mesure de nos moyens, évidemment, parce que la vraie difficulté, c'est après, comment est-ce qu'on va organiser des actions qui ne vont pas être des actions trop en silo, donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'expertise, parce qu'après, une personne qui est spécialisée dans les dyspraxies, un professionnel va trouver évidemment de la dyspraxie, et peut-être pas nécessairement autre chose qui peut avoir c'est tout le problème. Donc essayer d'avoir une dimension transversale, et en même temps une expertise suffisante. C'est un challenge. Je ne sais pas, René, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Non, j'ai pas de. Pas d'avis. J'ai pas de. Non, j'ai pas d'autre chose supplémentaire à dire par rapport à ce que tu as dit là-dessus. Voilà. Moi, j'ai une question pour René. Je voulais savoir si par rapport à ton expérience, parce que tu nous parles en fait d'une preuve scientifique qui n'est pas suffisamment recherchée, ou en tous les cas qui n'est pas mise en exergue, en fait. Est-ce que tu as l'impression que ça s'améliore? C'est-à-dire que là, tu parles de 1%, tu parles de pourcentages très faibles, en fait, de preuves. Est-ce que dans le domaine du screening des troubles du neurodéveloppement et des interventions, etc., est-ce que tu as l'impression que ça évolue? Alors, je ne voudrais pas apporter une note quand même, ou colorer mon propos de façon trop pessimiste, mais je fais partie des gens qui pensent que cette question de l'évaluation des interventions est une question impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Parce qu'il y a trop de variables à maîtriser, parce que les enfants changent, je l'ai dit, parce que les fonctions changent, parce que les contextes changent, et qu'on ne peut pas maîtriser tout ça. Donc, je fais partie aussi de ceux qui pensent que dans les 10 années à venir, au regard de l'évolution des technologies, il y aura sûrement des choses importantes, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question. Et le chiffre que j'ai proposé, là, entre 1 et 2% des interventions qui sont validées suivant des critères méthodologiques relativement explicites, ça donne quand même un bon aperçu de ce qui se passe au niveau international. Hein. Bon, voilà. Donc, mais je ne voudrais pas non plus vous donner l'impression d'être trop pessimiste par rapport à cette question, mais cette question, elle est redoutable. Puis, je vais vous faire un aveu, je hais cette question. Bon. Donc, il faut nous laisser encore un peu de temps, quoi. Il faut nous laisser réfléchir, et peut-être que si je reviens dans 3-4 ans, avec l'âge, peut-être que les choses auront changé. Tu ne hais pas celui qui la pose. Hein? Tu ne hais pas celui qui la pose. Donc on pourra te la poser dans 3-4 ans. Alors. Bon, est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question peut-être? 5, 4, 3, 2, ah, ça marche, vous voyez le compte à rebours, là, comment ça fonctionne? C'est énorme. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la scolarisation dès 3 ans va nous permettre de coupler des recherches éducation nationale et les centres ressources que l'on a plus spécifiquement sur justement l'évaluation de ce développement de l'enfant et de ses particularités de développement dès le plus jeune âge, dès 3 ans? La question, elle est pour me... Pour qui vous voulez, parce que vous avez évoqué tous les deux, effectivement. Je pense que, alors, ce sur quoi je n'ai pas suffisamment effectivement insisté, c'est que l'évaluation scolaire, l'évaluation pédagogique, finalement, elle fait partie alors des différents éléments qui sont inscrits dans cette évaluation dimensionnelle. Donc l'évaluation pédagogique, l'évaluation aussi du fonctionnement finalement social et de l'autonomie. Donc ça, donc effectivement, si un enfant est à l'école, on peut aussi récupérer certains éléments qui sont importants pour ce diagnostic fonctionnel. Mais je n'ai pas complètement saisi votre question par rapport à la dimension recherche, pour le coup. Parce que effectivement, on entend, en tout cas nous du côté médico-social, beaucoup la dimension recherche et évaluation des particularités de fonctionnement. Ce qu'on a peu l'impression d'avoir lorsqu'un enfant est inscrit dans le système scolaire et que c'est pas mis en place, par exemple, des rééducations orthophoniques. Donc, ce qui fait qu'on a des jeunes qui sont très vite déscolarisés
et pour lequel on a très peu finalement de données sur des trajectoires développementales parce qu'ils sortent très vite du système scolaire. Alors que si avec l'obligation scolaire dès 3 ans, on arrive à avoir plus d'évaluation des compétences développementales de l'enfant, est-ce qu'on pourra travailler ensemble finalement sur ces particularités de fonctionnement? Mais je pense que les éléments qu'on va finalement recueillir à partir de cette expérience scolaire de l'enfant vont être utilisés pour l'évaluation pluridimensionnelle, mais cette évaluation, elle ne porte pas spécifiquement finalement sur l'école. Donc finalement, le fait qu'il soit scolarisé ne va pas garantir qu'il y ait cette évaluation pluridisciplinaire. Hein. Encore une fois, non, ce qui est intéressant avec l'école, c'est ce qui pourrait être intéressant pour le coup, ce n'est pas tout à fait votre question, je m'en excuse, mais c'est de pouvoir croiser les points de vue entre le point de vue finalement du clinicien, les besoins de l'enfant, les besoins dimensionnels de l'enfant, au regard de certaines atypicités, mais des atypicités qu'il faut comprendre aussi de manière complexe. Il n'a pas des atypicités uniquement parce qu'il a un trouble autistique, il n'a pas des atypicités uniquement parce qu'il a un trouble du langage, il a des atypicités de fonctionnement qui intègrent plusieurs diagnostics. Donc de croiser le point de vue du clinicien avec celui des parents et avec celui des enseignants. Parce que je trouve qu'on n'interroge pas suffisamment l'éducation nationale, ou en tout cas les enseignants qui sont en charge de ces enfants, de savoir quel est leur point de vue à eux. Il y a certains enseignants qui pourraient vous dire, mais les aménagements que vous prenez, vous médecins, finalement, moi, ne me semblent pas adaptés pour l'enfant. Donc, si on peut intégrer le point de vue des enseignants dans cette démarche fonctionnelle, pour en arriver, alors effectivement après, à un projet de soins et un projet scolaire sur mesure, là c'est effectivement très intéressant, et pourquoi pas le fait que les enfants soient pris en charge évidemment précocement donc à l'école. Hein. Mais l'école ne va pas garantir par elle-même malheureusement cette évaluation pluridisciplinaire. Oui, surtout à 30 par classe, vous avez raison. Ouais. Juste peut-être pour compléter la réponse de mon collègue, d'abord vous avez tous repéré quand même que ces troubles du neurodéveloppement sont très tardifs en termes de diagnostic, bon, 3, 4, 5 ans, 6 ans des fois, bon. Et que la symptomatologie est une symptomatologie souvent qui n'a pas beaucoup de rapport avec la symptomatologie qui sert au diagnostic. Dans les TSA, on le voit bien, qui est essentiellement décrit comme un trouble de la communication avec une limitation des intérêts. Les premiers signes sont des signes qui portent sur la motricité, par exemple. Hein. Bon. Donc il serait peut-être intéressant, par rapport à la question de Madame, que si des évaluations sont mises en place de façon systématique en maternelle, elles portent sur des domaines qui ont à voir avec la précocité de ces signes, et notamment le problème de la motricité, les problèmes de la socialisation. Mais là, vous voyez que tout reste à faire, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une certaine complicité de certains enseignants, pas de tous, hein, par rapport à cette problématique-là, il faut à la fois donc qu'on invente des outils qui soient relativement consensuels et qui permettent de repérer les petits dysfonctionnements dans le domaine moteur et dans le domaine social, et puis à la fois qu'on puisse les systématiser dans une école inclusive et obligatoire à partir de 3 ans, mais on n'en est pas là en France. Hein, Mais ce que tu décris précisément, c'est l'approche fonctionnelle. C'est-à-dire que si on dit simplement c'est un enfant avec autisme, donc il faut lui proposer ci ou ça, moi personnellement je ne sais pas ce qu'il faut lui proposer. Ce n'est pas le diagnostic en lui-même, encore une fois, qui nous donne finalement les clés de ce qu'il faut qu'on fasse pour cet enfant-là. Donc si on s'intéresse à la motricité, si on s'intéresse à son intégration, à ses capacités d'autonomie sur le plan social, à son langage, eh bien à ce moment-là, on se rapproche un peu plus de ce qu'il est, de son fonctionnement et de l'ajustement et des ajustements nécessaires sur le plan scolaire. Et je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, bien évidemment, il y a un retard diagnostique qui est très important.